Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Introspection pour un nouvel entretien dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Moore. Bonjour Alexandra. Bonjour Véronique. Alors, comme d'habitude, pour chaque épisode, j'aime demander à mes invités qu'elles se présentent de la manière qui leur plaît le mieux. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ok, j'ai 42 ans, je suis maman d'un presque adulte de 17 ans. J'habite en Île-de-France et j'ai eu une carrière en tant que salariée d'une grosse quinzaine d'années, plutôt dans l'univers du conseil, des gros projets de transformation dans des grands groupes et de la finance d'entreprise. Et donc après ces 15 années de salariée et beaucoup de consultante, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de créer ma boîte qui s'appelle Simplance il y a maintenant 6 ans. Et d'ailleurs, on s'est un petit peu rencontrés grâce à ça, puisqu'on a toutes les deux participé à la formation en vie dans le cadre de la création d'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, la raison de ton invitation, bah, c'est déjà d'avoir un échange très sympathique et surtout pour que tu partages avec nous justement ce parcours que tu as, particulièrement cette phase de transition entre bah, le salariat et l'entrepreneuriat. Comment ça s'est passé? Parce que tu dis ça fait 6 ans, donc bah, avant le Covid, Juste avant le Covid, juste avant le Covid. 2019, ouais, Et exactement. c'était pas très courant l'entrepreneuriat, parce que là, on voit qu'il y a vraiment un boom depuis les années 2020. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux nous raconter? C'était juste avant, tu as raison, juste avant le boom finalement. Et alors effectivement, la période Covid n'a pas forcément été évidente et c'était loin d'être le meilleur timing pour démarrer. Si je reviens un tout petit peu en arrière, après mes 15 années dans le salariat, j'avais atteint un peu le niveau de poste que je souhaitais. En fait, je venais de démarrer dans une nouvelle boîte avec un peu le job que je voulais depuis très longtemps. J'avais un job un peu plus près de chez moi, bien payé, je gérais une équipe, c'était vraiment sur mes sujets, mon périmètre d'expertise, donc plutôt les projets pour les directions financières, etc. Et en fait, arriver sur ce nouveau job normalement de rêve, ça va pas. Je sais pas pourquoi ça va pas, mais je vois que ça va pas. Ça va pas. Tout un tas de signaux au niveau du corps qui me disent que ça va pas, au niveau du cerveau qui m'envoie plein de signaux d'alerte. Et ben, voilà, globalement, je sens que je suis plus à ma place, que ce job ne me convient pas. Et en fait, ça c'est vraiment arrivé sans prévenir. En quelques mois, ça a switché de tout va bien à j'y arrive pas du tout. Et voilà. Donc ces petits signaux-là, dans tous les sens, m'ont dit assez fortement qu'il fallait que je change quelque chose. Je savais pas forcément quoi. Dans un premier temps, je me suis dit qu'il fallait que je parte déjà pour me protéger de tout ça. Donc j'ai décidé de quitter ce nouveau job de rêve pour monter quelque chose et le quelque chose, gros point d'interrogation. Donc à ce stade-là, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'avais envie de monter une boîte parce que ça me travaillait quand même depuis longtemps, mais je savais pas dans quoi, je savais pas du tout pour qui et voilà, j'avais aucune info. Donc voilà, c'était pas forcément évident d'aller voir les gens pour dire je pars pour faire je sais pas du tout quoi. Donc ils m'ont dit en général soit t'es stupide, soit t'es complètement folle. Oh, Et ouais, oui, c'est toujours hyper encourageant. ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est violent même. Voilà. Mais d'un autre côté, j'avais quand même cette certitude assez forte qu'il fallait que je bouge. À titre purement perso, j'ai eu un événement compliqué cette année-là puisque j'ai perdu ma maman qui était assez jeune, donc à 60 ans. Et Wow. ça m'a donné un peu le coup de pied aux fesses dont j'avais sûrement besoin pour voilà, pour bouger, tout simplement. Je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, moi aussi, dans quelques années, je suis plus là et tous les jours, je suis en train d'aller dans un boulot qui me plaît plus, qui me correspond plus, je le subis. Je prends aucun plaisir, limite l'inverse. Et en fait, j'avais l'impression d'être en train de gâcher finalement du temps, des années que j'aurais pu occuper à faire des choses qui me plaisaient et peut-être être plus heureuse dans mon job. Donc ça m'a donné quand même un petit peu le petit électrochoc pour bouger. Voilà. Et donc, j'ai pris une année un peu pour réfléchir, préparer mon projet, savoir ce que je voulais faire, essayer de trouver mon idée. Et j'avais une conviction assez forte que si je prenais du temps pour réfléchir, j'allais avoir l'idée géniale qui allait m'apparaître comme par magie.
Je me suis dit: «J'ai jamais pris le temps de toute ma vie de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, quel genre de boulot, pour qui, pourquoi», je me suis dit: «C'est juste que j'ai pas pris le temps, donc si je m'arrête pendant quelques mois, bah, je vais trouver». Et en fait, pas du tout, hein. Désolée pour les gens qui sont en train de chercher et qui m'écoutent. J'ai fait, l'ikigai, j'ai lu des tas de trucs, j'ai écouté des tas de choses, des podcasts, tout un tas d'expériences diverses et variées et en fait, j'étais plutôt déçue au début puisque j'avais pas du tout cette idée géniale et cette idée miracle. Donc je me suis dit: «Mince, en fait, je sais pas où je veux aller» et puis, bah, tout ce temps que j'ai pas passé à chercher ce que j'avais envie de faire, en fait, ça se rattrape pas en 2 mois. On switche Mmh. pas d'un coup de je me laisse porter à c'est bon, je sais exactement ce que je veux. Donc, bah, dans cette déception, j'ai commencé à regarder un petit peu, comment peut-être créer une entreprise pour faire mon ancien métier en tant qu'indépendante. J'ai commencé à creuser un petit peu ce sujet, à regarder, les différentes questions qu'on se pose au début, à quoi ça va ressembler mon entreprise, comment on fait concrètement, quel genre de statut, quels sont, les financements dont on a besoin et cetera. Et au fur et à mesure que je creusais, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou assez béant finalement, sur ce sujet-là puisque, bah, il y avait tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je trouvais, la même info, qui me disait «oui» puis «non». On me disait tout et son contraire. Est-ce qu'on a le droit de ceci, cela? Et j'arrivais jamais à avoir une réponse claire. Concrètement, combien je vais gagner? Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel ordre? Comment ça se gère avec le chômage et cetera? Et en fait, je me suis retrouvée, ensevelie sous tout un tas de détails, plus ou moins techniques et j'ai trouvé que c'était hyper paralysant, surtout dans une période où, bah, j'étais pas hyper sûre de ce que je voulais faire, comment. J'étais relativement, déboussolée quand même, par le changement de job. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible d'avoir autant de choses à comprendre, ingurgiter, clarifier et gérer toute seule». Donc forcément, j'ai été chercher quand même un peu d'aide, à l'extérieur. Donc j'ai rencontré différents pros, j'ai suivi des formations, j'ai fait tout un tas de choses et en fait, je me sentais à peu près toujours autant toute seule puisqu'au final, je parlais à chaque fois à une personne différente et Mmh. suivant son angle, elle me donnait une réponse différente. Donc quand je vais voir, l'expert comptable, il me donne une réponse d'expert comptable, c'est normal. Il regarde, mes projections financières, il me répond là-dessus. Je vais voir une avocate, elle va forcément me parler de sujets très juridiques, mais pas du reste. Quand je vais voir, voilà, les différentes chambres de commerce et autres, on va me donner encore un autre point de vue et en fait, ce dont j'avais vraiment envie, moi, c'était d'avoir quelqu'un, tout le long de cette histoire qui soit à mes côtés et qui puisse, comprendre mon projet, même s'il était ultra flou à l'époque, mais au moins, voilà, me comprendre, regarder où je voulais aller et me dire, bah, comment on se met en action et comment on valide les différentes étapes ensemble et comment surtout on met des réponses claires sur, mes inquiétudes. Et j'ai pas trouvé ce truc-là. Pour moi, il n'existait pas et donc c'est là que mon idée est finalement arrivée par magie et je me suis dit: «Bah, ce truc-là n'existe pas, donc bah, je vais le créer». Forcément, sur les sujets, financiers, administratifs, gestion d'entreprise, j'avais des facilités puisque c'était mon ancien métier. Sur la partie gestion de projet, mise en action, c'était vraiment aussi ce que j'avais fait avant, donc ces sujets-là, ils me parlaient. Par contre, Mmh. sur l'entrepreneuriat, découverte totale. Donc là, bah, voilà, je suis repartie me former, j'ai fait pas mal, de formations dont Envie Mmh. pour approfondir un petit peu ces sujets et j'ai décidé d'aller, accompagner les indépendants qui se lançaient et d'être un peu ce copilote que j'aurais bien voulu avoir à mon démarrage pour, bah, les aider à naviguer dans cette période de transition. Voilà. Bah, merci pour tout C'est long. pour tout ce parcours. Alors moi, ce qui m'interroge, alors je vais peut-être faire un petit retour arrière, c'est, le fait que tu te dises que il faut que tu crées quelque chose et non pas, bah, je vais aller dans une autre, entreprise qui pourra Oui. peut-être mieux correspondre, à tes attentes, même si, tu disais que c'était ton job de rêve. Mmh. Enfin, je trouve ça très courageux. Enfin, est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui, sont dans l'entrepreneuriat, Non, pas du tout. Non, c'était vraiment un monde, nouveau pour moi. Mon père a créé une boîte d'indépendants en toute fin de carrière, mais sinon autour de moi, j'avais vraiment, du salariat, on va dire. Ouais. Je pense que ce qui m'a vraiment poussée à ce moment-là, c'est que l'un des facteurs qui faisait que je me sentais pas bien, c'était vraiment le besoin de reprendre du contrôle sur ce que je faisais. J'avais vraiment une impression hyper forte de subir le quotidien, le boulot, les décisions, la carrière et cetera et j'avais vraiment une envie de créer quelque chose
qui me correspondait et d'avoir le contrôle sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que j'allais délivrer. Et ça allait aussi avec le sujet flexibilité, Mm. flexibilité de mon temps, possibilité de prendre mes congés quand je le veux. J'ai toujours eu un rapport presque ridicule aux congés. Je supportais pas l'idée qu'on doive valider mes congés. C'est un truc qui me panique profondément. Euh, donc moi j'ai besoin de, voilà, de décider moi en fait quand je pars en vacances. Et je sais que tu vois dans le cadre de l'entreprise, bah forcément il faut anticiper. Enfin j'ai managé des équipes, j'ai eu évidemment à gérer ça. Mm. Mais moi, c'est vraiment un truc où je me sentais profondément oppressée par cette histoire d'avoir des horaires à respecter, un endroit à respecter, des dates de vacances imposées. Donc j'avais envie d'aller recréer un métier qui me permettrait de choisir en fait mon rythme, pas forcément travailler moins, mais travailler au moment où moi j'avais envie de le faire et pouvoir mieux imbriquer en fait le travail et la vie perso plutôt que de se dire bah, je subis le travail la semaine et bah, le week-end et peut-être le soir je me rattrape sur le perso et j'essaye de bourrer mon week-end pour finalement faire tout ce que j'ai envie de faire et que j'ai pas pu faire dans la semaine. Alors, je trouve ça très intéressant que tu amènes cette thématique de la liberté, parce que moi, ce qui m'intéresse du coup de savoir, c'est comment se sont passés tes premiers mois quand tu t'es lancé à ton compte. Parce que alors pour le coup, il n'y a plus d'horaire, Mm, personne pour te dire, bah voilà, il y a tel projet avec tel deadline, parce que enfin, de ce que je comprends, tu venais quand même d'un métier ultra structuré, mm. Ouais. en dehors du fait que c'était dans l'entreprise. Comment tu as vécu cette période-là de transition, justement? C'est une bonne question. Alors, le tout début a été complètement chamboulé parce que période Covid. Donc là, il y a eu une Ah sorte oui, de c'est vrai. vide Mm. intersidéral. Donc j'en ai quand même plutôt profité pour me former, faire du travail de fond pendant cette période où on était globalement coupés les uns des autres. Je me voyais pas du tout aller en plein Covid, essayer de trouver des clients, essayer de prospecter. Enfin, c'était tellement pas dans l'air de ce moment-là que franchement, je l'ai pas senti. Après le Covid, en fait, mon premier réflexe a été de me mettre dans des horaires de salarié parce que c'est ce dont j'avais l'habitude. Alors c'est assez Oui. contradictoire avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, mes repères, c'était je me lève le matin, je travaille, je prends ma pause déj, je travaille et j'arrête. Et je travaille pas le week-end parce que c'est le week-end. Et j'ai vraiment forcé ce truc-là pendant assez longtemps en me disant bah, je vais rester sur le rythme de tout le monde finalement. Et c'était pas forcément cohérent avec ce que je venais chercher finalement en Oui, mais étant c'était à mon compte. rassurant. C'était hyper rassurant. Et puis, je suis restée dans les univers que je connaissais, de projets, de to-do, de dates. Enfin, j'ai retrouvé un peu j'ai recréé des repères, on va dire, un peu à ma sauce. Et j'ai mis hyper longtemps à m'autoriser à ne pas faire comme ça. Mais vraiment extrêmement longtemps, et quand c'est plusieurs années avant de me dire que finalement, j'étais pas forcément obligée de travailler aux heures de bureau, qu'en fait, si j'avais envie de pas travailler le vendredi et de travailler le samedi, bah, c'était pas très grave, et que, bah, tu vois, ce matin, j'étais au yoga à 10 heures et qu'en fait, c'était OK d'aller au yoga à 10 heures un jeudi matin. J'adore. Et comment ça s'est passé avec ton entourage? Parce que le fait de te lancer comme ça, Mm. comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été encouragée? Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce que ça a été compris, cette décision de te lancer comme ça à ton compte? Bah, écoute, étonnamment, oui. Je sais que c'est pas toujours le cas de tout le monde. Moi, je trouve que j'ai plutôt eu de la chance sur ce côté-là. Je sais pas si ça a été compris, mais en tout cas, ça a été soutenu. Globalement, les personnes de mon entourage ont été motivantes et porteuses, pas forcément pour m'aider dans le concret de la création, mais juste pour dire, mais si, en fait, tu peux y aller et tu vas y arriver, quoi. Et ça, Waouh. c'est hyper chouette parce que je sais que c'est rare et Oui. j'accompagne aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont confrontées à un entourage qui, au contraire, fait ressortir toutes leurs peurs, leurs pires angoisses, qui sont déjà bien présentes dans leur tête, mais qu'on leur Tout à fait. répète en boucle. Mm, Et mm. je mesure à quel point c'est difficile et plombant, en fait, quand on se lance. Moi, j'avoue que pour le coup, je sais que j'ai eu de la chance là-dessus, heureusement. Et ce que je note dans ce que tu dis, c'est que, enfin, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté, je me lance dans le vide Mm, et je me fais confiance parce que tout à l'heure tu nous as dit, je pars, mais je ne sais même pas pourquoi. mm, mm. Est-ce que tu as déjà fait des bilans de compétences? Ou est-ce que Non, tu avais fait un bilan de compétences à cette époque? Non, non, pas du tout. non, Waouh. jamais.
Jamais, jamais. Alors là, je trouve ça fascinant. Déjà de partir sans savoir dans quoi ou vers quoi ou avec une petite lueur, je trouve ça déjà extraordinaire. Mais en plus, de se dire de toute façon, je trouverai la Oui, solution. en fait, c'est ça. Je me suis dit, je trouverai la solution. Alors, j'ai eu l'immense chance, comme pas mal de personnes, heureusement, d'avoir une période de chômage pour Hmm. accompagner le démarrage. Donc, ça donne quand même une confiance, et un temps, tout simplement, pour venir développer le projet. Franchement, est-ce que je l'aurais fait si j'avais pas eu le chômage? Je sais pas te répondre et peut-être pas. Parce que je Hmm. suis maman solo, j'ai un crédit comme plein de gens et j'avais enfin voilà, des frais à gérer. Je sais pas si j'aurais vraiment sauté le pas d'un coup comme ça en n'ayant aucune idée de ce que je voulais faire. J'aurais peut-être été plus progressivement. Mais là, avec cette chance d'avoir 1 an et demi devant moi, bah, je me suis dit que oui, j'allais trouver en 1 an et demi un moyen de vivre de ce nouveau métier. Et alors justement, ce qui n'était pas prévu pour personne d'ailleurs, c'est ce fameux Covid. Mm, Donc comment tu clairement. as passé, donc tu nous as dit que tu t'es formé pendant cette Mm, période-là, d'après ce que j'ai compris. oui. Et comment ton lancement s'est fait alors, du coup? En fait, il s'est fait de manière très retardée par rapport à ce que j'avais imaginé. Alors, je suis loin d'être la seule, puisque je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Le joli business plan de départ avec la super trajectoire de croissance sur 3 mois où on arrive à son objectif sur la première année. Malheureusement, ça marche pas très souvent comme ça. C'est plus long généralement que ce qu'on croit. Et alors qu'en plus, tu es dans une période Covid, c'est plus long fois 10. Ouais. Donc j'ai eu l'impression d'avoir un peu perdu la première année parce que j'avais vraiment du mal à me mettre justement sur de la vente, à rencontrer des gens qui étaient en période de création, puisqu'il y avait aussi pas mal de gens finalement qui avaient peur de se lancer à ce moment-là. C'était pas le moment opportun. Moi, j'avais vraiment visualisé mon projet en présentiel parce que j'avais Hmm. envie de rencontrer les gens en vrai. Je voulais sortir de ce qu'on fait en créant des boîtes sur Internet. Je voulais vraiment créer de la relation. Et puis, bah, tu te doutes bien que période Covid, tout le monde voulait faire de la visio, donc j'étais complètement à côté de la plaque, en gros, sur la première année. Et j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte et enfin, j'ai quasiment perdu une année à bafouiller un peu autour de ça, quoi. Donc après, il a fallu rattraper. Et comment ça s'est fait alors, du coup? Ben, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à l'issue de ma période de chômage, et comme beaucoup, hein, j'avais pas atteint le niveau de rémunération qui me permettait d'en vivre sans le chômage. J'avais bien progressé, mais j'étais encore super loin de ce que j'avais prévu et surtout de ce dont j'avais besoin pour vivre. Du coup, ce que j'ai décidé de faire et que je conseille aussi parfois aux personnes que j'accompagne, c'est de mixer. Donc en fait, j'ai décidé de slasher et de dire qu'une partie de mon temps, j'allais aller faire du conseil en finance et en système d'information, donc mon métier d'avant, qui Mhm. est plutôt facile pour trouver du boulot. Il y a beaucoup de demandes. Je suis senior forcément sur ces sujets-là. Donc je savais que j'aurais pas de mal à retrouver quelque chose. Et cet argent-là que je gagnais en fait sur les missions, bah, justement de le réinvestir dans le développement de mon activité et quelque part de m'acheter le droit de continuer finalement, tu vois, de continuer mon rêve de création d'entreprise. Moi, j'ai appelé ça ma levée de fonds parce que j'avais pas un projet qui me permettait d'aller lever des fonds pour de vrai. Au Ouais. final, j'ai été chercher mes propres fonds en faisant autre chose pendant une période donnée et ça m'a permis de continuer, tout simplement. Et d'un point de vue personnel, alors du coup, puisque on est sur le podcast Parlons Mm. Introspection, il faudra que je change le logo. Enfin, c'est celui de ma société, mais bon, Mm. bref, on est vraiment sur Parlons Introspection. Et bah, voilà, quand je sais que voilà, les personnes que j'accompagne, et on sait très bien que l'entrepreneuriat, ce sont les hauts et les bas, Mm. les montagnes russes d'un point de vue émotionnel. Comment toi, tu as traversé toute cette période-là avant de te retrouver dans une période de stabilité que tu vis actuellement, puisque c'est ce qui me semble Mhm. comprendre de ton cheminement. Comment tu as Oui. traversé ça? Qu'est-ce qui t'a aidé? Bah, en fait, je pense que j'avais pas du tout regardé les sujets d'introspection. En fait, enfin, j'étais sur Personne ne le des fait. rails. Voilà, je suivais. Enfin, j'étais sur une voie un peu logique, un peu toute tracée. Comme je te disais, je m'étais jamais posé la question vraiment de Mm, ce que je voulais faire. Je suis allée en école de commerce, on m'a proposé un job, je l'ai pris. C'était pas ce que je voulais faire, mais j'y suis allée. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de choses qui se sont faites un peu par hasard ou par opportunité, tout oui, simplement. oui. Et donc là, je me retrouve à me dire pour la première fois de ma vie tout un tas de choses que j'avais jamais évoquées sur qui
je suis, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi, quelle est ma mission, comment je veux le faire, etc. Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce Mm. que je peux laisser de côté. Donc ça a été assez violent quand même, cette Mm. période-là. C'est assez chamboulant, je sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, ça m'a secouée. Oui. Ce qui m'a aidé dans un premier temps, c'était beaucoup d'écouter les podcasts, mais il n'y avait pas encore le tien, dont je suis une immense fan, tu le sais. Ah oui, merci. J'ai Merci décidé que beaucoup. j'étais la plus grande fan française de Parlant Introspection. Je garde ce titre. Tu peux, tu peux. Je peux? Ok. Donc les podcasts m'ont pas mal aidé parce qu'en fait, en écoutant d'autres entrepreneurs, je voyais bien qu'en fait, ils n'étaient pas arrivés d'un coup par magie et de manière linéaire là où ils étaient, et je voyais bien qu'ils avaient traversé quand même des sacrées périodes de doutes, de ratés, etc. Donc Mhm. ça m'a pas mal rassurée sur le côté image parfaite de l'entrepreneur. Tout à Les fait. livres m'ont pas mal aidé aussi. J'ai commencé à essayer de lire des choses autour du développement personnel. Enfin, j'ai découvert un peu un nouvel univers. Et puis après, j'ai fait des coachings qui m'ont énormément aidé aussi à traverser cette période-là. Et je pense que c'est ça qui a eu le plus d'impact quand même sur mon quotidien, sur des choses, des croyances qui me bloquaient complètement, des éléments qui faisaient que bah, je me sentais pas à ma place. Et je sais que je suis loin d'être la seule, mais aller apprendre aux gens à créer leur boîte alors que tu es en train de créer la tienne et que t'as C'est pas ça. encore réussi, il y a un côté qui est hyper bizarre psychologiquement. Enfin, des fois, tu as envie de te dire à C'est toi-même, mais de schizophrène. quel droit est-ce que tu es en train d'expliquer aux autres un truc que tu n'as pas encore réussi? Je savais que mes conseils étaient importants, je savais que je répondais à des vraies questions et des vrais sujets de préoccupation, mais moi-même, j'étais encore en train de tâtonner et puis j'étais en plein dans le fameux syndrome de l'imposteur dont tout le monde parle. Mhm. Donc ça m'a pas mal, ça m'a pas mal secoué. Et ce qui m'a aidé là-dessus aussi, c'est bah, les gens en fait que j'ai accompagnés. Parce qu'au final, même sans que ce soit parfait, même sans avoir toutes les réponses, bah, je voyais bien que ce que j'avais pressenti, qu'on avait besoin de ne pas être tout seul pendant cette période, c'était vrai, que c'était pas que moi, et que ça apportait vraiment d'avoir quelqu'un au quotidien qui s'intéresse à ton projet et qui te suit. Donc le retour des gens, ça m'encourageait quand même à me former encore plus et à avancer sur ce chemin-là. Et ça te confirmait que tu étais sur la bonne voie. Tu avais un Aussi. marché par rapport à la solution que tu proposais. Exactement. Mais après, comme tu l'as dit, c'est des hauts et des bas. Donc, tu peux passer en une journée d'une surexcitation parce que tu as eu un appel avec un prospect que tu as adoré et tu te dis oui, on va travailler ensemble. À une heure après, sombrer au 36e dessous parce qu'on a refusé un de tes devis ou parce que quelqu'un t'a fait une remarque sur un truc qui n'était pas juste. Puis remonter dans la surexcitation parce que quelqu'un a signé un devis. Enfin, sur une même journée, je me voyais passer par des phases de, c'est même plus les montagnes russes, là, c'est le niveau d'au-dessus. Et au début, j'avais pas encore le bagage finalement d'entrepreneur pour gérer ça de manière pas épuisante, quoi. Je Oui, trouvais ça hyper, ouais, hyper violent et en même temps hyper chouette parce que moi j'aime bien tout ce qui est adrénaline, j'aime bien les défis, j'aime bien le combat, j'aime bien tous ces trucs-là. Donc ça me rappelait aussi des choses qui me parlaient. Côté un peu, je vais dans l'arène et je me bats, c'est un truc qui, moi, qui me motive à fond. ah, c'est excellent. C'est excellent. C'est le... Je trouve que cette partie-là est très sous-estimée. Justement, ce qu'on vit à l'intérieur, et comme tu le disais, moi je l'ai vécu comme toi, hein, enfin, le côté ascenseur émotionnel, et tout est très exacerbé en fait. C'est pas juste, oh bah tiens, c'est sympa. Non, c'est Mm. vraiment parce qu'on cherche de la validation, on cherche Mm. à se dire que bah, c'est le bon modèle, que... Enfin, il y a beaucoup de choses aussi, je trouve, qui nous obligent aussi à nous regarder et comprendre ce qui se passe en nous, parce que c'est pas forcément des choses on a vécues auparavant, en tout Mm. cas avec cette intensité-là. Mm. Tu as évoqué le fait que tu as eu enfin plusieurs coachings. Mm. C'était sur des thématiques particulières ou sur des aspects différents? Oui, alors les deux gros sujets, donc il y avait un premier sujet plutôt de posture, donc ça je pense que c'est relatif un peu à tout ce qui est syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure. Mhm. Et le deuxième, c'était plus sur je dirais la gestion du temps, qui est un sujet qui est un sujet éternel chez moi, qui revient beaucoup.
Parce qu'en fait, devenir entrepreneur, c'est aussi réapprendre à gérer son temps et dans un contexte qui change beaucoup. Donc à l'époque, mon fils était plus jeune et j'avais d'un côté récupéré du temps de maman pour pouvoir être plus flexible et avoir plus de temps avec lui et faire les trucs du genre accompagner aux activités extrascolaires, etc. Et c'est ce que ça fait partie de ce que je venais chercher. En Mhm. même temps, en tant qu'entrepreneur, il y a 1 million de trucs à faire et on a une to-do infinie parce qu'en fait, on est en train d'apprendre un nouveau job et puis en même temps, moi, j'ai découvert qu'il fallait aussi être sur les réseaux sociaux, qu'il fallait aussi faire de la communication, qu'il fallait apprendre à vendre, qu'il fallait gérer sa propre boîte, qu'il fallait piloter, avoir une stratégie et qu'en fait, il fallait avoir un nombre de métiers intégrant des nouveaux outils. J'ai découvert les Canva, etc., etc. Finalement, ça fait quand même un boulot sacrément à temps plein, voire deux boulots à temps plein. Et puis, j'avais voulu du temps perso aussi hein, pour mes loisirs. C'était quand même mon ambition de base pour le sport, pour bouger, pour partir. Et en fait, l'articulation de ces trois piliers, moi, j'y arrivais pas. J'avais tout le temps l'impression que je courais après je sais pas trop quoi, que j'avais le temps de rien. Je faisais généralement passer ma boîte au dernier plan une fois que j'avais fini la partie perso. Et globalement, je me rendais compte que ça fonctionnait pas. Donc là, l'objet du coaching, c'était vraiment de retravailler sur justement le rapport à ces différents temps, temps de maman, temps de couple, temps perso, temps de voyage, etc., pour remettre en fait les choses à leur place. Très intéressant. Je pense que ce que tu évoques là va parler à beaucoup de mamans, justement, parce que on voit beaucoup de jeunes mamans, ou peu importe l'âge des enfants, mais qui se lancent dans l'entrepreneuriat et ça fait aussi partie des sujets qui sont difficiles à gérer, à concilier, tout en ayant cette partie qu'on a évoquée de connaissance de soi, d'autorisation aussi qu'on se donne ou pas. D'ailleurs, ça fait partie aussi des plafonds qu'on doit dépasser justement pour continuer à avancer. Et aujourd'hui, là, à 5 ans, 6 ans Mm. après, comment ça se passe pour toi justement, cette conciliation? Comment ça se passe concrètement ta journée, ou tes journées, ou ta C'est vrai que semaine? ça Je a sais pas, évolué. Ouais. comment tu t'harmonises ça, en sachant qu'au tout début, tu nous avais dit que tu calquais tes journées sur des journées de Oui, travail complètement. classiques. J'ai gardé quand même dans les grandes lignes parce que je trouve que quand on est en couple avec quelqu'un qui est salarié, c'est quand même plus facile d'être un petit peu aligné sur les temps de travail et les temps off. Donc j'essaye quand Mhm. même, dans la mesure du possible, de garder un peu cette structure. Ce qui a beaucoup changé, c'est que je m'autorise à prendre des temps off en journée, typiquement pour aller faire Le du yoga. sport, Le- typiquement le yoga. Je m'autorise aussi à pas travailler si j'ai envie d'aller. Mon fils est grand maintenant, tu vois, mais si j'ai envie d'aller passer une journée avec lui et que c'est un vendredi, et je travaille pas le vendredi et potentiellement peut-être que je travaillerai le samedi ou le dimanche. Et finalement, ça change rien, mais moi, ça me donne une flexibilité qui me plaît énormément. Et l'autre truc qui a beaucoup changé, c'est que avant, je me forçais en fait à bloquer sur une tâche parce que si j'avais prévu de faire un truc cet après-midi et que ça me prenait 4 heures, je me forçais à passer 4 heures sur le truc. Et en fait, c'était complètement improductif parce que cette même tâche, je pouvais tout à fait attendre demain et mettre vraiment littéralement 5 minutes à la faire au bon moment. Et ce que je continue vraiment à essayer de faire, c'est pas essayer de trouver le bon moment pour faire la bonne chose, en fait, le moment où je suis productive. Donc, je fais pas des heures pour faire des heures, parce que ça sert Mhm. à rien quand tu es Oui, tout à indépendante. fait. Vraiment, personne te Mhm. regarde à part toi-même, hein, donc on s'en fiche que tu aies fini à 18 heures ou à 19 heures. Si en vrai, ça t'a pris 5 minutes et que tu as fini à 16 heures, et ben tant mieux, va marcher dehors et va faire ton sport. En fait, voilà, j'ai vraiment un peu switché sur ce truc-là. Plutôt que de m'obstiner à vouloir absolument faire des heures à tout prix, j'essaye de trouver les moments de motivation pour que je puisse accomplir ce que j'ai envie de faire le plus vite et le mieux, on va dire. Ouais, avec plus d'efficacité. Et c'est un des aspects qu'on avait vu ensemble quand on avait fait ton profil ensemble avec la numérologie, en sachant que tu as le 5. Mm, Et c'est la diversité, savoir justement varier les tâches pour oui, être toujours motivé.
et surtout de s'autoriser à être libre dans son organisation et de s'accorder ça, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société qui est très normée avec le Pomodoro est érigé comme l'organisation maîtresse qui te permet d'être efficace tout le temps et ça convient pas forcément à tout le monde. Donc, Exactement. Moi, enfin, ça a été une vraie révélation pour moi, cet échange avec toi, parce que j'étais vraiment dans cette catégorie Pomodoro, etc. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps à culpabiliser de peut-être mettre trop de temps à faire certaines choses ou de pas avoir fait tout ce que je voulais. J'étais plutôt à essayer de m'obliger à faire d'une certaine manière. Donc, typiquement, le Pomodoro qui convient à plein de gens, moi, me convient pas du tout. Parce qu'en fait, au bout des 20 minutes où je suis censée couper, c'est le moment où je commence à rentrer dans mon sujet. Donc, je me forçais à m'arrêter alors que oh là j'étais là, en plein flow. Donc, c'est ouais, complètement ridicule. ouais. De la même façon, moi, je fonctionne très bien avec des tâches multiples parce que mon cerveau est fait comme ça. Comme tu l'as dit, j'ai besoin de diversité et je m'obligeais à n'en faire qu'une à la fois puisque j'ai lu dans tous les livres de productivité que c'était comme ça qu'on était productive. Et en fait, c'est des choses qui fonctionnaient pas pour moi. Et au lieu de me dire que c'était normal, je me disais, bah, j'y arrive pas, je suis nulle, genre, je suis pas assez productive finalement. Hmm. Et le jour où j'ai lâché ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, c'est normal parce que toi, ton fonctionnement ne répond pas bien au dogme de productivité. Mais d'un coup, ça m'a enlevé un truc énorme et en fait, je suis beaucoup plus productive depuis que je m'écoute et que je fais à ma façon. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que apprendre aussi à s'écouter et à faire à sa façon, de mon expérience, ça prend aussi du temps Oui. de tester différentes manières de faire, de voir ce qui colle pas, essayer de sentir les moments justement où on est un peu dans le flow et les moments où de toute façon tu peux rester 6 heures devant ton ordi, il va rien se passer, tu ne vas pas écrire ton post LinkedIn, donc c'est pas la peine, donc va faire autre chose. Et donc ça, c'est un apprentissage, enfin, je pense de toute une vie, mais qui est hyper intéressant. C'est finalement, au lieu d'enchaîner les heures dans un bureau, de se dire, enfin, comment je vais faire le meilleur usage de mon temps de la manière qui me conviendra le mieux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est dans ce que tu dis, c'est vraiment apprendre à s'écouter parce que concrètement, ça veut dire quoi s'écouter? En tout cas, en ce qui te concerne, par exemple, si tu es sur une tâche, qu'est-ce qui se passe qui fait que tu vas te dire, bah, je change là. Ou- Hmm, Comment bonne ça se passe question. pour toi? Je pense que le principal élément qui a changé depuis que je travaille à mon compte, c'est d'apprendre à écouter le corps. Hmm. Avant, moi, je voyais ça plutôt comme quelque chose à repousser sur le côté parce que bah, il faut y aller, il faut y aller. J'apprends quand même progressivement à sentir les signaux d'énergie ou de manque d'énergie ou de rejet parfois du corps, à voilà, laisser un peu plus de place à l'intuition quand je dois prendre une décision, voilà, plutôt que d'essayer absolument de la rationaliser, finalement d'écouter le premier instinct qui me dit vas-y ou n'y va pas. Hmm. Donc ça fait, enfin, je pense que ce sont mes meilleurs indicateurs. Et après, le deuxième gros indicateur, c'est le plaisir que je prends à faire les choses. Et en fait, dès que je vois que je suis dans une démarche où je me force, limite, il faudrait qu'on me fouette pour que je le fasse. Bah, finalement, en fait, je me rends compte que je rentre vraiment dans ces spirales où j'arrive à rien, je bloque, etc. Et avec le temps, j'ai vu que la même chose, à un autre moment, pouvait bah, se passer complètement différemment. Par exemple, en se disant, bah, je coupe, je vais marcher une demi-heure, je reviens et puis je regarde si à ce moment-là je sens que ça passe ou pas. Et puis si ça passe toujours pas, peut-être que je le ferai que demain finalement. J'aime beaucoup la notion de plaisir dans ce qu'on fait. C'est important. Oui, mais oui, qui participe grandement à la motivation aussi et au fait de se dire, ben oui, peut-être prolonger quand c'est nécessaire, mais pas forcément s'acharner quand on voit que ben, rien n'arrive, quoi. Exactement. Est-ce que ça a changé cette observation de ton mode de fonctionnement? Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est quelque chose qui me vient là complètement. Mm. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'éducation de ton fils? C'est une bonne question parce qu'il était déjà assez grand quand je me suis mise à mon compte. Je pense que l'un des points qui est devenu très important pour moi, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et ça fait partie aussi des missions qui se sont vraiment un peu révélées pour moi, c'est de montrer que c'est possible de faire différemment,
de montrer que c'est possible de se reconvertir et que ça se passe bien, de montrer qu'on n'est pas obligé de subir parce qu'on a commencé dans une voie et qu'on n'a plus envie d'y être. Et en fait, bah, c'est pas trop tard, non, on n'est pas trop vieux et oui, ça peut bien se passer. C'est souhait. C'est Donc en ça. fait, enfin, je me dis que dans ce que je transmets à mon fils, il y a aussi ce côté, tu vois, largeur des possibles. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste pas mal, de dire, mais c'est pas parce que tu choisis pour l'instant de faire A que tu pourras pas faire B ou C. Tu peux avoir plusieurs vies, tu peux avoir plusieurs passions, tu peux avoir plusieurs métiers. Tu peux retourner te former à 40 ans, c'est pas grave. Au contraire, c'est génial. Et voilà, moi, c'est vraiment ce truc des possibles qui m'anime beaucoup à tous les niveaux, que ce soit les entrepreneurs que j'accompagne, qui ont beaucoup parfois de croyances limitantes de bah, justement, tu peux pas, tu viens pas de la bonne famille, t'as pas fait les bonnes études, t'es trop vieux, t'as un enfant, enfin, tous les tu peux pas. Bah, moi, j'ai envie de les transformer en bah si, en fait, tu peux si t'en as vraiment envie et on va regarder comment. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de lui passer. Bah, ouais, j'entends beaucoup de... Ah, j'ai avalé de travers, désolée. Mince. C'est pas de l'émotion. Ça aurait J'ai pu, cru mais que je non. te faisais pleurer. Je me disais, waouh, j'ai atteint un nouveau niveau. Relaxter Studio, c'est à moi. Non, mais je trouve que c'est beau d'utiliser son propre cheminement et de montrer, comme tu le dis, les possibles à son enfant ou à son entourage parce que on va quand même dans une période où bah, tout devient un peu flou, rien n'est figé et de se dire que on peut compter sur ses propres ressources pour rebondir, pour avancer, pour, comme tu le dis, se former à tout âge et puis s'autoriser à se dire qu'on a le droit de se tromper, d'essayer, de... Moi, je trouve que c'est quand même libérateur. Bien sûr, c'est libérateur et aussi de montrer qu'on peut aimer son travail. Enfin, parce que Oui, finalement, tu vois, surtout, si je c'est reprends mon vrai. cas, il m'a vu pendant pas mal d'années subir un peu le truc, attendre le vendredi soir, commencer le dimanche soir à se dire oh non, faut que j'aille bosser demain. Et puis, bah, on est passé de ce modèle-là à un modèle où, bah, évidemment, c'est pas parfait tout le temps et c'est pas rose tout le temps et tu le sais bien sûr, mais voilà, il voit bien que je m'éclate dans ce que je fais et que voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ce nouveau métier. Donc je me dis aussi que ça transmet une image peut-être plus positive du travail et du fait de se dire qu'on peut faire des choix et choisir un peu son destin pro. Qu'est-ce qui, toi, te passionne dans ce que tu fais, dans le fait d'accompagner les entrepreneurs? Qu'est-ce qui te motive dans tout ça? Alors, ce qui m'a motivé dès le début, c'est les projets des gens en fait. C'est le fait qu'ils aient des petites étoiles dans les yeux quand ils parlent de leurs projets. En fait, j'ai l'immense chance de ne travailler qu'avec des gens qui sont dans ce mode en fait de démarrage, de création, d'idées, où bah, tu vois, ils sont vraiment dans cette phase amont où tu as un mélange de terreur et d'excitation finalement sur ton projet. Et bah, dans l'immense majorité des cas, les personnes auxquelles je parle, elles sont ultra passionnées par le sujet, soit leur sujet de reconversion, soit un sujet plutôt lié au fait d'être indépendant. Et donc, en fait, au quotidien, c'est tellement génial de parler avec des gens qui sont pas aigris, qui sont, tu vois, qui sont vraiment dans l'action, qui ont envie de changer des choses, qui ont envie de porter des projets positifs, d'amener quelque chose de bien à la société. Bah, enfin, moi, c'est vraiment un truc qui me motive à fond. Et comment tu choisis, est-ce que tu les choisis d'ailleurs, tes clients? Non, Non? enfin, c'est vrai qu'on dit souvent ça, et ça me rendait folle quand on me disait ça au début, que les bons clients viendraient à moi. Je me disais, mais ils sont où? Enfin, je comprends pas comment ça marche cette histoire. Est-ce qu'il y a un aimant quelque part que j'ai pas C'est ça. attrapé? Mais le fait est qu'avec le temps, et encore une fois, je pense qu'il faut beaucoup de patience quand on est entrepreneur, parce que ce qu'on croit avoir en année 1 arrive plutôt, d'après moi, en année 3 ou 4. Donc c'est quand même une très très longue patience. Ouais. Les années d'entrepreneur, elles comptent x10, hein, donc ça peut paraître très long. Oui. Mm. Mais après ce temps-là, je me rends compte que les gens qui viennent à moi, qui me choisissent, bah, ce sont des gens qui sont assez alignés avec ce que j'ai envie de faire, donc plutôt soutenir des projets à impact positif, soutenir des personnes en reconversion qui ont envie de sortir de la souffrance au travail, des personnes qui ont subi un burn-out, qui ont envie de se reconstruire à travers l'entrepreneuriat, des personnes qui ont envie de sortir d'une situation difficile. Et en fait, bah,
sans l'avoir forcément exprimé de manière ultra claire, je me rends compte que c'est quasiment en totalité, les personnes qui viennent vers moi sont dans ces catégories-là. Donc finalement, c'était vrai, il y avait peut-être cette histoire d'aimant à client qui nous ressemble. Je Oh, je sais pense, hein. Enfin, après, comme tu, c'est pas forcément tangible, mais à travers ta communication et tout simplement à travers la personne que tu es, je pense que voilà, on t'attire des personnes qui te ressemblent. Je pense, après j'en refuse aussi, Hmm. notamment des projets qui, dès le début, je sais, ne me correspondront pas du tout. Donc ça va être plutôt des profils qui vont me contacter pour monter des boîtes, pour faire un peu de l'optimisation fiscale, aller Ah, ok. dans d'autres pays, essayer de monter des choses un petit peu compliquées pour pas payer d'impôts, etc. Donc là, en général, c'est plutôt des projets sur lesquels moi je vais pas aller parce que ça correspond ni à mon envie, ni à mes valeurs, ni à mon expertise. Mhm. Donc voilà, il y a quand même des petites des cibles, si tu veux, qui fonctionnent pas avec moi, et du coup, soit je vais les rediriger vers quelqu'un d'autre, soit on va s'arrêter là. Et on dit qu'il faut s'entourer dans l'entrepreneuriat. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Je Parce que pense que c'est ça a été un des un gros nouvel. changements. Ouais, 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 c'est ça. exactement. Parce qu'au début, j'ai été très toute seule, justement. C'est d'ailleurs pour ça que je recommande beaucoup aux gens que j'accompagne de ne pas le faire, parce que dans toute cette année Covid et même la suivante, j'ai beaucoup bouclé toute seule dans ma tête avec moi-même, à essayer d'envisager tous les scénarios possibles et sans finalement suffisamment aller parler à d'autres gens. Puis je me rendais compte quand même qu'à chaque fois que je déjeunais avec quelqu'un, que je parlais avec un autre entrepreneur, que je discutais avec une amie, ben, j'avais une nouvelle idée. Il y avait un truc qui devenait clair, ou ça rajoutait une pièce au puzzle que j'avais pas trouvé. Puis je me suis dit quand même qu'il y avait, il y avait un souci à force de boucler toute seule, ben, enfin, j'avançais pas. Finalement, j'avais fait le tour de ce que j'avais déjà dans ma tête. Et je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est les communautés d'entrepreneurs, notamment en vie. Moi, il y a vraiment eu pour moi un avant et un après. Bah, déjà, on s'y est Clairement. rencontrés, donc Oui. c'était une bonne chose. Mais j'ai vraiment découvert une communauté qui me correspondait bien. J'avais testé quelques événements avant et j'avais beaucoup de mal avec le côté communauté ultra business Oui, où on venait juste pour vendre son projet. Je m'y retrouvais pas bien. En fait, moi, ce que je venais vraiment chercher, c'était plutôt une communauté de soutien, d'entraide et aussi des gens avec qui rigoler, qui allaient comprendre ce que je disais quand j'expliquais justement les montagnes russes de ma semaine, ou qui allaient vraiment comprendre ce que c'était d'être à son compte et d'avoir fait une reconversion. Et en fait, avec Envie, j'ai trouvé tout ce groupe déjà hyper sympa, hyper oui. drôle, pas dans la posture de justement je suis une super entrepreneur qui vient vendre ses produits, mais voilà, on a nos galères, on a nos moments de joie, on s'entraide, on célèbre ensemble et on rigole ensemble. Et franchement, moi, ça m'a donné un coup de boost énorme. Et encore aujourd'hui, enfin, je sais que c'est une de mes sources d'énergie et j'essaye de m'entourer le plus possible de personnes qui font la même chose que moi, qui traversent les mêmes émotions, les mêmes phases, qui comprennent ce que je dis et ce que je vis. Et je trouve que c'est hyper aidant. Et où tu les rencontres, ces personnes, en dehors de Envie? Femmes des territoires ou Ouais. des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, des anciennes collègues avec qui on va faire des masterminds par exemple. C'est vraiment des choses qui, moi, m'aident beaucoup, de essayer de plus réfléchir toute seule dans mon coin, en fait, globalement. Oui, ouais, c'est très riche et très précieux de s'accorder ça parce Mm. qu'effectivement, on avance beaucoup plus vite en fait que comme tu En fait, disais tout c'est à ça. l'heure, tourner en rond. Exactement. Enfin, c'est bien hein, de prendre le temps de réfléchir à Oui, son projet, mais en fait, comme tu dis, c'est vraiment une question de vitesse. Et malheureusement, comme souvent les projets mettent un peu de temps à décoller, on n'a pas forcément le temps de faire au rythme, au rythme naturel. Et mm. c'est un vrai accélérateur d'aller le plus vite possible, sortir de chez soi, parler à des gens, échanger, récupérer des feedbacks sur ce qu'on fait, son projet, améliorer au contact des autres. Franchement, c'est tellement plus rapide, simple et efficace que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, très sincèrement. Bah, c'est comme ça qu'on apprend et je pense que ça fait partie des choses aussi que tu es en mesure maintenant de transmettre aux personnes que tu accompagnes aujourd'hui. Exactement. C'est un des points sur lesquels moi j'insiste beaucoup, c'est s'entourer très vite et aller se confronter aussi très vite à des vraies personnes parce que je sais à quel point c'est tentant de mûrir son projet, de le construire, de le peaufiner, de le rendre parfait en chambre.
Et je sais aussi que le premier jour où on va parler avec un vrai client, le truc parfait qu'on a construit chez soi, il vole en éclats et qu'il faut recommencer de toute façon. Donc, Hmm. et j'ai la pile de cartes de visite que j'ai jamais utilisées pour le prouver chez moi, hein. Tu vois, j'avais Ouais. un projet parfait sur le papier. Premier client, j'ai tout refait. Donc ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus efficace d'après moi d'aller co-construire finalement ce qu'on propose avec ses clients pour vraiment coller à ce dont ils ont besoin plutôt que ce qu'on avait imaginé tout seul qu'ils voulaient. Alors, c'est intéressant cette partie-là parce que justement, pour toutes les personnes qui se lancent et qui ont un projet, concrètement, comment on co-construit avec son client? Parce que du coup, le client vient par rapport à une offre qu'on lui a présentée et comment on se positionne? Est-ce qu'on lui dit que c'est pas parfait? Enfin, comment ça se passe? Mais je pense qu'il faut vraiment accepter de dire que c'est pas parfait déjà, parce que les premiers clients, ils peuvent aussi avoir une autre forme de motivation d'être les premiers clients justement et de construire avec nous. Bien sûr, il faut le dire, il faut être hyper, transparente là-dessus, il faut que les règles du jeu soient claires. Par exemple, tu vas payer peut-être, un prix différent des autres et en contrepartie, je vais te demander des temps d'échange et de feedback pour pouvoir améliorer mon projet, ça peut être ça. Mhm. Souvent, j'observe et je pense que c'est normal que les premiers clients viennent quand même du réseau ou du réseau étendu qu'on a. Ouais. Et du coup, avec ces personnes-là, on peut justement se permettre d'aller proposer ce type de projet et d'aller dire: «Est-ce qu'on peut travailler ensemble à construire l'accompagnement dont tu as besoin, le produit dont tu as besoin?» Pas forcément gratuitement, mais à un prix, différent du prix de lancement futur. Et en fait, Hmm. on se rend compte que souvent les gens, ils sont très contents d'aider, ils sont contents de contribuer et en général, ils ont quelque chose de beaucoup plus quali puisqu'on y met, toute l'énergie qu'on a parce que là, pour le coup, on on est en train d'essayer de construire le produit parfait donc personne ne sera jamais aussi bien servi que ce premier client pour qui on aura mis, tout ce qu'on avait, quoi. Donc c'est aussi un moyen de convaincre la personne. Ah bah écoute, merci pour ce partage parce que je pense pas qu'on l'entende très souvent, Puis je trouve que ça peut inciter justement à se lancer sur le terrain plus rapidement, Exactement de se et en donner fait, on cette apprend plus vite là possibilité. et Ouais. si en fait, le moment où on trouve que c'est parfait, il arrive tard quand même. Enfin, Oui. moi, je trouve toujours pas que mes offres soient parfaites. Je continue à les changer. Pourtant, elles ont 6 ans, mais au Hmm. final, tu jamais parfaitement satisfaite, de tout ce que tu fais. Enfin, ça me semble, assez inatteignable comme objectif. Puis est-ce que c'est bien de tendre vers, mais on sait Mmh. bien que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, Non. Ce qui est important, je pense, c'est d'avoir vraiment envie de d'apporter quelque chose à travers ce qu'on propose, d'essayer enfin, voilà, moi, je sais quelle est la mission que j'ai envie d'accomplir, je sais ce que j'ai envie de transmettre, je sais, quelles sont les difficultés que j'ai envie de lever et si j'arrive à faire ça, déjà, je considère que j'ai réussi mon job. Après, oui, peut-être que de temps en temps, tel document, tel truc n'est pas parfait, mais je préfère quand même aller aider les gens qui ont besoin de moi, plutôt que d'attendre, une perfection qui viendra jamais et entre-temps de pas pouvoir aider les gens pendant, 2 ans, 3 ans, 4 ans. hmm, ouais, c'est une belle philosophie. Et on arrive vers la fin hein, de notre épisode. Parmi les choses qui te ressourcent, je sais qu'il y a les voyages. Oui, beaucoup. J'ai toujours adoré voyager et toujours beaucoup voyagé. Et qu'est-ce qui te plaît dans les voyages? Qu'est-ce que tu cherches? Alors il y a 2 types de voyages chez moi, hein, des voyages qui sont plutôt des découvertes. Alors j'ai toujours été passionnée de l'Asie et notamment du Japon, donc j'ai vécu un peu en Corée du Sud, j'ai pas mal voyagé au Japon, j'ai beaucoup voyagé en Asie. Donc là, c'est vraiment des voyages de découverte, de, de découverte d'autres cultures, d'autres personnes, de plein de richesses dont j'ai rêvé depuis petite, hein, finalement, notamment sur le Japon. Et après, j'aime beaucoup faire des voyages plus ressourçants, qui sont des voyages rando. Et Ah, donc là, je vais partir plusieurs semaines pour aller marcher. Et donc ça, ce sont des déconnexions totales et absolues. Parfois d'ailleurs, il n'y a même pas forcément le téléphone qui fonctionne. Donc c'est des vraies déconnexions. ouais. Finalement, tout ce qu'il y a à faire de la journée, c'est préparer ton sac, replier ta tente, marcher et attendre le prochain endroit où tu vas dormir. Et c'est une coupure fantastique, je trouve, dans le quotidien où il y a quand même
beaucoup de choses, beaucoup de courses. On parlait du temps tout à l'heure, mais Hmm. on a envie de faire 1000 choses et envie, là, pendant quelques jours, quelques semaines, on a juste envie d'une chose finalement, c'est bah, de marcher, d'arriver au bout de son chemin et ça pose un peu le cerveau, quoi. Et dans quel pays tu as expérimenté ce type de voyage? Alors, bah, j'ai fait en France, j'ai fait le GR20 en Corse que j'ai adoré. Donc, c'est à Ah peu ouais, près une quinzaine de jours. Donc là, parce qu'il n'est c'est pas vraiment une facile aventure géniale. apparemment. Il est pas facile, mais il est merveilleux. Je recommande à fond de le faire. J'ai adoré cette expérience. L'endroit est magnifique, les gens sont magnifiques. La randonnée en elle-même est vraiment hyper intéressante. Elle est difficile et exigeante, mais en même temps, c'est quelque part, les émotions, elles sont amplifiées par la difficulté. Donc, quand tu arrives en haut d'une montée qui est vraiment difficile et que tu t'assois pour manger ton pique-nique avec la vue sur toute la montagne et la vallée en dessous, en fait, tu as une sensation qui, enfin, d'après moi, est égalée par rien d'autre. Il y Hmm. a rien qui vient dans ta tête pour dire c'est pas bien. Enfin, tu penses à rien d'autre, en fait. Tu es vraiment dans ton moment, présente. Enfin, je trouve que cette sensation est géniale. Après, à l'étranger, bah, il y a pas très longtemps, j'ai fait le trek du camp de base de l'Everest au Népal, Ouais. qui était génial aussi. Donc, j'ai pas fait l'Everest hein, jusqu'au au Non, camp non, de base. mais pour en avoir discuté avec toi, c'était déjà très challengeant. Oui, c'était assez épique en fait, parce que j'avais pas estimé à quel point l'altitude était un vrai sujet, n'ayant Hmm. pas de grosse expérience de l'altitude et encore moins de la haute altitude, puisque là on monte jusqu'à 5600 mètres. Effectivement, j'ai découvert qu'il y avait un vrai sujet autour de la respiration et que une rando qui avait l'air pas forcément difficile sur le papier, en fait, quand elle est à 4000 mètres, elle est difficile par principe. Ouais, Et donc oui, c'était exigeant et en même temps, c'était hyper dépaysant. C'est une rando où tu peux dormir chez l'habitant. c'est ça, oui. Du coup, tu partages tes repas avec eux, tu partages les repas avec la famille. Tu as des vrais moments d'échange puisque les journées de marche sont assez courtes puisqu'il faut aller lentement par rapport à Hmm. l'altitude, justement. Donc, tu as vraiment le temps de te poser, d'observer, d'échanger, de discuter. Et donc, on a fait le choix de ne pas prendre le chemin classique, on va dire, de la rando, de passer par un chemin un peu plus détourné où il y avait très peu de randonneurs. Et du coup, forcément, les échanges étaient beaucoup plus quali avec les habitants. Il y avait beaucoup moins de monde en fait autour de nous, beaucoup moins de touristes. Donc, c'était vraiment génial. Je pense que voilà, il y aura peut-être un bouquin à écrire sur tes aventures, les aventures d'Alexandra à travers le monde. Peut-être. Non, mais j'adore voilà, les aventures qui font un peu peur au début, mais au final, prendre le temps de les préparer, de les décortiquer. C'est un peu comme un projet entrepreneurial finalement. Tu as une grosse montagne devant toi et puis en la préparant, tu vas décortiquer tout ça en petites étapes et voir comment tu peux réussir à aller de l'autre côté. Puis une fois que tu l'as fait, tu es super fier de toi. Hmm. Et puis on avait vu aussi dans ton profil que tu aimais les challenges, parce que le 8 c'est ça aussi, hein. Tout Oui, à l'heure, moi tu l'as je fonctionne à ça. mentionné, Oui. disant que tu aimais beaucoup les challenges. Et oui, ça revient. Même dans Oui, les moi, sports que tu pratiques, tu aimes bien aussi. T'aimes bien. Alors, comment tu fais aujourd'hui ton équilibre? Comment tu le trouves? Tu fais du sport? Enfin, je sais pas. Comment tu te ressources en fait, en dehors des voyages qu'on Hmm. vient de voir? Est-ce qu'il y a d'autres choses au quotidien que tu as mis en place pour te ressourcer? Bah, le sport, ça a toujours été une grosse partie de ma vie. Ça a toujours été ce qui me donnait de l'équilibre, même depuis que je suis très jeune, hein. J'ai fait Hmm. beaucoup de taekwondo quand j'étais plus jeune à haut niveau. J'ai toujours bien aimé les sports de combat. Ouais. Aujourd'hui, j'aime bien courir, donc j'essaie de préparer des courses pour semi-marathon de Paris l'année prochaine. Waouh! J'aime bien les randos un peu défis. J'aime bien effectivement bah, tout ce qui me semble très difficile au départ. En fait, j'aime beaucoup la sensation d'apprendre à maîtriser quelque chose qui semblait inaccessible et petit bout par petit bout d'observer qu'en fait, si on progresse et que ce truc qui était impossible au début fonctionne. Typiquement, moi, j'avais commencé à courir comme plein de gens pendant la période Covid. Et moi, j'étais convaincue que je pouvais pas courir une demi-heure. Mais convaincue, hein. Vraiment, j'aurais parié tout ce que je possède. Et puis au final, bah, effectivement, je pouvais pas. Mais le truc, c'est qu'assez rapidement, oui, je pouvais. Et puis assez rapidement, j'ai regardé que je courais 1 heure, et puis après 2 heures, et puis après Waouh! 2 heures et demie.
Je me suis dit: «Mais c'est fou, en fait, en quelques mois, en ayant juste pratiqué régulièrement et progressé un petit peu, un petit peu, un petit peu, en fait, je suis passée de rien à 3 heures et c'est fou». Et en fait, j'aime beaucoup cette trajectoire-là de avec le sport, tu as vraiment cette progression, tu vois, étape par étape et quand tu te retournes et que tu regardes le chemin que tu as parcouru, l'écart il est incroyable et c'est vrai de plein d'autres choses et de plein d'autres apprentissages. Oui, parce que ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu peux, justement l'adapter ou le répliquer dans d'autres, secteurs de vie. Exactement, moi j'aime bien apprendre, des nouvelles choses, apprendre des nouvelles langues et en fait, dans tout ce qui est nouvel apprentissage, mais il y a toujours finalement ce début où tu te dis: «Waouh, je connais rien, je vais pas y arriver» et puis, bah, quand tu te retournes après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu te rends compte de ce que tu as appris et tu fais: «Waouh, c'est en fait, c'est fou ce qu'on peut faire avec une, succession de répétitions de tout petits efforts». On peut arriver à des endroits où on ne se visualisait même pas. Ouais. Moi, si tu m'avais dit qu'un jour j'irais à 5 600 m, au camp de base de l'Everest, et tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais ri. J'aurais dit: «Mais jamais de la vie, en fait, puisque j'arrive pas à aller en haut du mont Saint-Michel» et en fait, bah, si. À force d'entraînement, à force de se préparer, bah, tu peux faire des choses, vraiment, bien au-dessus de ce que tu crois que tu peux faire et c'est ça que j'aime bien dans l'idée de défi, c'est que ça repousse les limites, pas forcément d'une manière violente finalement, mais d'une Mmh. manière, bah, au contraire, lente et faite de plein de répétitions et de plein de petits efforts qui, cumulés, donnent un gros changement. Ouais, les efforts cumulés. Ouais, ouais, Exactement, tout la à fait, fameuse, d'ailleurs, il y courbe. a un bouquin, je crois, qui s'appelle comme ça, enfin qui traite de ce sujet. On arrive à la fin de l'épisode, Alexandra. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées et que tu voudrais exprimer? Ce qu'on n'a pas évoqué, peut-être que je m'étais noté, mais qui est, je pense, utile pour les personnes qui sont en transition, en reconversion, c'est, le côté, sécurité. Oui. Mise en sécurité financière, mise en sécurité émotionnelle aussi, tu en parlais. Mhm. On a parlé pas mal des montagnes russes et puis, bah, dans tout ça, il y a souvent un sujet de, comment je me remets en sécurité dans ma nouvelle vie, dans mon nouveau job, dans mon nouveau métier et ça passe par plein de petits détails et notamment ça passe aussi par la partie, argent, Oui. de se sentir, en confiance, de d'être en capacité de se rémunérer comme on en a besoin, de pouvoir considérer qu'on fait un vrai nouveau métier parce qu'on arrive à se rémunérer avec et c'est vraiment un sujet sur lequel, bah, moi je travaille au quotidien et j'ai envie de travailler de plus en plus et de m'exprimer de plus en plus. C'est comment on va justement emmener les personnes en reconversion vers cette sensation de sécurité et vers cette sécurité financière, se protéger, protéger soi-même, protéger sa boîte, protéger sa retraite, protéger sa famille. Tout un tas de sujets, qui, je pense sont hyper importants et qu'on met parfois de côté quand on démarre parce qu'on est très concentré dans le feu de l'action pour avancer, avancer et donc on oublie parfois de, bah, de se protéger tout simplement Hmm. et d'assurer la sécurité de son projet. Et as des pistes, tu as une méthode? Bah, sur la finance, oui, puisque c'est vraiment ça mon métier, hein, c'est comment on permet, au plan de voler finalement pour que, financièrement ça tienne par rapport aux besoins. Qu'est-ce qu'on met ensemble? Est-ce qu'on tente, des chemins détournés comme parfois moi j'ai été obligée de le faire? Est-ce qu'on peut parfois cumuler plusieurs activités? Est-ce que, tout simplement ce qu'on est en train de faire est rentable ou est-ce qu'on est en train d'épuiser son énergie sur quelque chose qui ne rapporte pas de quoi vivre? C'est Mhm. toujours un sujet d'énergie, hein, au final. Oui, tout à fait. Et après sur la sécurité, émotionnelle, sur la sécurité, d'être accompagné, d'être, dans des collectifs et cetera. Je pense que c'est pas moi toute seule, c'est tout un tas de gens et tout un tas de personnes qui doivent travailler ensemble pour venir, bah, justement, permettre à chacun de se sentir bien dans sa nouvelle vie, d'indépendant. Donc moi, j'essaye de m'entourer au maximum d'un réseau de partenaires qui vont, m'aider à atteindre cet objectif-là. Donc soit des experts, de différents sujets pointus, soit des personnes qui, bah, comme toi, vont pouvoir accompagner les personnes qui sont dans le flou, qui vont plutôt avoir besoin de prendre du temps pour clarifier, leurs projets, pour, clarifier leurs besoins. Donc je pense qu'il y a tout un réseau de métiers qui sont en train de se développer, de se construire pour accompagner les indépendants et les personnes en reconversion et voilà, je suis assez contente de faire partie de ça. Oui, puis on sent que c'est vraiment des choses qui te tiennent à cœur et bah, parce que tu es passé par là aussi, il y a un côté transmission aussi, Oui, ouais, pour,
pour accompagner les personnes. Où peut-on te joindre si on veut aller plus loin avec toi? Alors, on peut me joindre sur LinkedIn, Mhm. donc sur ma page Alexandre Amour, Simplance, Simplance, ou sur mon site internet simplance.fr. D'accord. Est-ce que tu as une actualité spécifique en ce moment? Alors, bah, mon nouveau site internet sort. Donc, il est Ah, tout nouveau, tout beau, tout chaud. Voilà. Donc ça d'accord. va être l'actualité du moment. Ouais. Et bah, je vais lancer, enfin, je suis en train de lancer une nouvelle offre en collaboration avec une partenaire coach avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs années, où justement, on va proposer un programme complet d'accompagnement aussi bien sur la partie commercial, marketing, que sur la partie projet en lui-même, business plan, finance, et évidemment une partie aussi sur bah, le mindset, sur les freins, sur ce qui peut bloquer, etc. Donc ça va être l'actualité du moment. Donc Mhm. sous forme de kit de démarrage un peu complet et aussi sous forme d'audit pour les personnes qui sont en difficulté avec leur business. Bah, comme moi j'ai pu l'être à l'issue de l'année Covid, par exemple. J'aurais aimé avoir des solutions un peu rapide, efficace, à très court terme pour pouvoir comprendre ce qui allait pas, qu'une personne extérieure puisse me dire: «Ah bah là, tu fais fausse route, ça sert à rien de t'obstiner sur ce chemin-là. Au contraire, creuse celui-là, ça va marcher». Avoir ce regard extérieur qui permet, de se débloquer quand on est en difficulté. Ça va être les 2 projets là de cette fin d'année. Parfait, parfait, parfait. Bah, écoute, Alexandra, merci beaucoup pour tes partages, Avec pour plaisir. ta passion. Ça fait toujours plaisir bah, d'échanger déjà de base. Et Merci à puis, toi. bah, écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter éventuellement? Écoute, non, ravie, d'avoir passé ce moment avec toi, toujours, ravie de discuter avec toi et puis du coup, je vais pouvoir m'écouter dans mon podcast C'est ça. préféré, ce qui est quand même plutôt chouette. Je te remercie beaucoup pour ta confiance en tout cas. Avec plaisir. Et puis, bah, je donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs pour un nouvel épisode de Parlons Introspection avec grand plaisir. Et comme je dis habituellement, bah, d'ici là, portez-vous bien. Merci Alexandra Merci pour ta beaucoup. participation.